Imaginez une époque où la mode féminine était emprisonnée par des stéréotypes des années 80. Notre invitée d'aujourd'hui a décidé de briser ces chaînes en créant sa propre marque de prêt-à-porter féminin. Elle a conquis la Fédération française de couture, remporté le titre de meilleure créatrice de mode au Globe de Cristal et son nom résonne désormais à travers le monde. Je reçois Barbara Buis. Bonjour Barbara. Bonjour Alexis. Bienvenue dans Derrière le style, le plus grand défilé de style de tout YouTube. Barbara, tu as étudié la littérature anglaise et tu as obtenu une maîtrise en littérature anglaise. Tu as ensuite eu une carrière de comédienne. Moi, j'aimerais comprendre quel a été le déclic qui t'a propulsé vers le monde de la mode. En fait, c'est vrai que je me destinais pas à ça du tout. En fait, je voulais écrire ou je voulais être comédienne. En fait, je pense que je voulais exprimer des choses que j'avais en moi, peut-être même à un point de vue de femme. En fait, c'était et en plus de femme métissée, donc c'était encore plus particulier. J'ai découvert la mode plus par hasard en ouvrant une boutique. C'était un lieu qui était fréquenté beaucoup par la jeune génération, les artistes, etc. Dans la mode, ou dans les vêtements, il n'y avait pas grand-chose qui me plaisait ou qui me ressemblait. Et en fait, je sais pas, presque sur un coup de tête comme ça, je me suis dit, je vais proposer ce que j'aime. Et je me suis lancée dans la création de manière complètement autodidacte. Fallait oser le faire à l'époque, puisque j'avais fait aucune école de mode. J'ai appris le métier complètement sur le tas. Mais en fait, je crois que quand on a des désirs forts, en fait, on peut apprendre tout très vite. Et on n'a pas forcément besoin de faire des écoles pour ça. Je pense que mes études de littérature m'ont servi parce que c'est un fond de messages, de culture, de discours. Et après, le reste, c'était de la technique. J'avais qu'à apprendre la technique et du coup, servir ce que je voulais dire. Et comment tu as appris à coudre? Est-ce que c'était inné en toi ou alors tu même dessiner les vêtements? Tu les dessinais toi-même? Alors ça, c'est aussi une histoire assez particulière. Bon, apprendre la couture, etc., ça, je l'ai appris sur le tas en m'accompagnant de modélistes ou de gens à la machine. Donc là, par exemple, j'ai dû en effet apprendre très très vite comment tout se faisait. Et dessiner, ça, c'est aussi assez bizarre aussi, puisqu'en effet, j'ai pas fait ni les beaux-arts, ni l'école de mode, etc. Moi, j'aimais bien dessiner quand j'étais jeune, mais je dessinais pas forcément des vêtements. Je dessinais plus des paysages, des choses comme ça. Et puis quand j'ai dû vraiment m'exprimer pour expliquer ce que je voulais, j'étais quand même obligée de passer par la case dessin, parce que les mots, pour le coup, ne suffisaient pas. Les gens étaient très étonnés, ils se disaient, mais comment c'est possible que tu puisses savoir dessiner alors que tu n'as pas appris à dessiner? Et alors ça, c'est quelque chose de très bizarre, c'est que quelquefois on a des choses en soi qu'on ne connaît pas, on s'essaye à le faire et tout d'un coup, on voit qu'on sait le faire, c'est en soi. En fait, le dessin, c'est quelque chose en fait qui vient quand même du cerveau et qui arrive jusqu'à la main, ça vient assez naturellement. Et du coup, j'aimais bien très vite dessiner plus des attitudes pour que le vêtement serve un gestuel, une attitude, une manière d'être. Ça a surpris beaucoup les gens de mon entourage et ça m'a même surpris moi-même. Tu dis dans les années 80 que tu n'aimais pas cette mode. Pourquoi? Ah, c'est parce qu'il y a eu une période comme ça où les propositions pour les femmes étaient over sexy, un peu comme des Betty Boop. C'était une mode qui était quand même beaucoup proposée par des hommes, donc avait tendance à mettre les femmes sur des désirs d'hommes ou sur un piédestal, enfin pas près de la réalité des femmes. Très cliché. Un peu des clichés. Et en fait, moi, j'avais envie de montrer la force des femmes, pas à travers ces clichés de force, en fait. Je le retrouvais pas dans ce qui était proposé en mode à cette époque-là. Je voulais montrer comment on pouvait être et forte et sensible à la fois, que c'était pas obligé d'être, dans des clichés sexistes. Mais ça a dû surprendre pas mal de gens, en fait. Oui, mais du coup, ça a accroché pas mal de femmes qui peut-être aussi se retrouvaient pas là-dedans. Qui en avaient marre de tout ça. Voilà, et du coup, il y a eu un partage assez immédiat. Bon, c'est vrai que dans les années 80, la mode féminine était donc très stéréotypée. Et donc, tu décides donc de créer tes propres vêtements en 1983. Et à cette époque, comment parvenais-tu à créer tes vêtements pour commencer à trouver chaque personne qui va créer l'intérêt associé à la fabrication des vêtements? Et je sais que c'est pas simple. Comment tu t'y prenais au début? On a commencé par une boutique atelier. En fait, c'était une toute petite boutique et au sous-sol, il y avait l'atelier avec le modéliste. C'était presque un artisanat puisqu'on faisait les vêtements
pour ainsi dire, à l'unité. En fait, on avait une mini collection de peu de pièces et les femmes venaient, elles les commandaient, elles déposaient même des arts pour pouvoir les commander. On était une toute petite marque, on avait très peu d'argent. Enfin voilà, c'était vraiment une dimension toute petite comme ça. À partir de nos prototypes, on lançait les vêtements chez des couturières qui fabriquaient à domicile. On fabriquait des toutes petites quantités. Bon, après, ça a évolué parce qu'après, les gens sont venus taper à la porte de la boutique et dire « Mais oui, mais nous aussi, on voudrait acheter ça pour nos boutiques » ou même des journalistes ou des rédactrices de mode que, en passant comme ça, sont venus, on dit « Nous, on voudrait faire des photos avec ces vêtements, c'est super ». Et on a été cautionné par la presse de mode, mais vraiment de manière très spontanée comme ça. Ça a pris des dimensions, on a dû en effet grandir. Comment faisais-tu pour communiquer et faire parler de ta marque? Parce qu'aujourd'hui, bon, il y a les réseaux sociaux, c'est simple de faire passer un message, mais à l'époque, j'imagine que c'était beaucoup plus compliqué de faire parler de sa marque. À l'époque, c'était vraiment la presse de mode, la presse papier, qui faisait qu'on pouvait être mis comme ça, présenté aux yeux des lectrices des journaux de mode. Donc, en effet, j'ai commencé en 87 à faire des petits défilés. C'était des défilés en appartement au-dessus de la boutique, parce qu'entre-temps, on avait pris une boutique plus grande. Enfin, tout ça avait évolué et grandi. Je dois dire que les journalistes de mode m'ont beaucoup cautionné et ont fait en sorte aussi de me faire connaître, puisqu'en effet, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Quels sont les défis auxquels tu as été confronté au cours de ta carrière? Le défi de passer par exemple du stade artisanal au stade de passer toute l'organisation de vente en diffusion à des boutiques ou de production à une échelle plus grande, ça a été un challenge, c'était beaucoup de stress. Ça a été, je me souviens, une période assez difficile. Toute la période aussi des défilés, où il y a aussi, on a quand même énormément de travail, il y a une des grosses montées d'adrénaline, parce que vraiment tout se bouscule dans le temps, etc. Ça a été des moments comme ça aussi assez intenses. Et puis les challenges aussi d'être une marque indépendante, hein, à un niveau qui est beaucoup moins grand que d'autres marques qui sont sous la tutelle d'Empire, où il y a une disproportion de moyens. C'est pas forcément facile, mais je pense que c'est pas facile pareil. Je suppose que c'est la même chose pour des jeunes marques qui commencent maintenant et qui ont peut-être cette même réaction, me regardant moi comme peut-être beaucoup plus installés que eux quand ils commencent. Ça nécessite quand même beaucoup de courage. Je crois que j'avais la chance quand j'ai commencé de ne pas me comparer aux autres. Peut-être parce que j'avais pas fait d'école de mode, donc j'avais cette spontanéité de faire ça peut-être avec une espèce d'insouciance qui fait que je me comparais pas aux grandes marques et aux grands créateurs reconnus, etc. Je l'ai pas fait exprès, mais tant mieux, ça a dû certainement me protéger un peu. Qu'est-ce que tu penses, toi, des maisons qui se font racheter par des grands groupes? Je pense que c'est plutôt pas mal parce qu'en effet, ça leur donne beaucoup plus de moyens. Ça peut être très important d'avoir plus de moyens pour pouvoir encore grandir. Après, le tout est d'être accompagné par des grands groupes qui vous respectent et qui vont dans votre sens. Après, il peut y avoir des bonnes aventures et des mauvaises aventures. Tout dépend en fait des groupes. Bon, j'ai regardé le lookbook de la dernière collection et je me retrouve beaucoup dans certains looks, comme celui avec le tailoring très loose avec une chemise dépareillée. Et le pantalon très fluide et basé. J'aimerais savoir comment ça se passe justement quand tu imagines une collection, comment ton processus de création, comment ça se passe? J'ai des marques avec des silhouettes phares qui sont récurrentes chez moi, mais à chaque fois que je refais une relecture de ce même discours. Donc là par exemple, ce dont tu parles, c'est-à-dire le tailoring, bon, là c'est présent depuis déjà assez longtemps, donc c'est quelque chose, d'une certaine manière, je me suis un peu inspiré du tailoring homme et je l'ai basculé sur du tailoring femme. Du coup ça fait ce mélange des genres comme ça que j'aime bien, masculin, féminin. Du coup j'ai un processus qui est, j'ai quand même des matières fétiches, donc que je revois à chaque fois, c'est-à-dire les tissus spécifiquement masculins, les velours de couleur, les crêpes pour des occasions plus habillées, et après je cherche les nouvelles couleurs ou même des couleurs quelquefois flash. Il y a des moments où j'ai envie tout d'un coup de plus d'oversize, ou quelquefois je vais avoir envie du très coupé, très cintré, très sharp and cut. Ça vient d'une envie d'attitude, je crois, qui correspond à une envie peut-être émotive ou de réaction même par rapport au temps, ou comment on a envie, est-ce qu'on a envie quelquefois d'être plus combative ou est-ce qu'on a envie d'être plus calme, plus serein, enfin bon, c'est des choses comme ça qui sont des mots, d'ailleurs on va revenir à ce qu'on a dit au début, mais qui du coup vont déclencher plus de structure, moins de structure, ou un mélange de structure et de fluidité. Et est-ce que tu utilises le cahier des tendances?
Non. Pour expliquer, c'est vrai que tout le monde ne sait pas ce que c'est un cahier de tendance, Mm. mais c'est des personnes qui travaillent tous les ans pour trouver les bonnes matières et les matières qui seront tendance pour les futures années, les couleurs. Mais c'est vrai quand même que quand on regarde les défilés, on voit en général pas mal de similitudes par rapport au cahier des tendances. Ça vient pas des bureaux de tendance. En fait, je pense que quelque part, on doit faire un peu les mêmes analyses. Et du coup, c'est vrai qu'il y a quelquefois des couleurs qui se partagent et on se retrouve plusieurs à sortir des mêmes couleurs flash ou phare. Ça vient des créateurs eux-mêmes. On peut se retrouver sur des mêmes évolutions de société ou de mode. 40 ans que tu travailles dans ce milieu et la question de l'éthique et de l'écologie est de plus en plus présente. Comment gères-tu ces sujets dans votre marque? Les vêtements sont faits pour durer, en fait. Ils peuvent être à la fois forts en termes de mode, mais en même temps, ils peuvent aussi être assez intemporels. Et en termes de qualité, ils sont faits pour durer. C'est-à-dire, moi, j'ai des clientes qui ont des vêtements de chez moi qu'elles portent encore depuis 20 ans. Elles peuvent les remélanger autrement, les porter autrement, etc., etc. Et moi, j'adore le fait qu'elles puissent le faire. Je suis contre la mode qui s'achète et se jette, donc qui se démode, qui par le manque de qualité, se jette. Je suis pas pour la distribution en quantité, à bas prix. Je pense que c'était beaucoup mieux comme c'était avant, même avant que moi je commence dans la mode, au temps de nos parents, les gens, ils achetaient quelque chose de qualité et ils le gardaient très longtemps, un peu comme on peut faire pour des meubles. Ils sont fabriqués où, vos vêtements? Donc il peut y avoir des vêtements qui sont fabriqués en Europe, quelques vêtements qui peuvent être faits en Asie, quand il s'agit de matières qui viennent d'Asie, comme la soie, ou des choses comme ça. Beaucoup de choses, par exemple, dès que on est sur les accessoires ou le cuir, c'est fait en Italie parce que il y a une tradition d'artisanat qui est restée pérenne là-bas. Et vous avez déjà essayé de faire du Made in France? Je pense qu'au tout début, on faisait du Made in France, mais après on n'a plus trouvé les usines pour faire ce qu'on voulait en France. Et après, il y avait aussi du coup beaucoup de gens qualifiés français qui ont bâti des usines hors de France, mais avec leur savoir-faire qu'ils ont basculé par exemple en Roumanie, en Bulgarie, et tout ça. Il y a beaucoup d'usines qui au départ ont été montées par des Français. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus compliqué quand on cherche une matière spécifique ou une technique de couture, etc. Enfin, c'est compliqué de trouver ça en France maintenant. Oui, et par exemple, il y a une technique de manteau que je fais régulièrement, qui est le double face laine et cachemire. C'est une matière qui est non doublée. Maintenant, ce savoir-faire, on le trouve particulièrement en Asie maintenant. Parce que c'est un double face, c'est une matière qui est double. Tout doit être ouvert à la main et tout doit être ensuite recousu à la main. Donc en fait, la manière dont c'est recousu, vous ne voyez aucune piqûre. Donc ça fait juste des reliefs comme ça. C'est magnifique, c'est léger. C'est une technique de travail à la main qui se fait encore en Chine et qui se fait plus vraiment en France. Et est-ce que tu visites les usines avant de travailler avec elles, etc. Parce que c'est vrai que bon, on entend aujourd'hui toutes les marques de fast fashion ou plein de marques indépendantes qui se lancent et qui font fabriquer des vêtements dans des conditions déplorables. Est-ce que toi, tu prends le temps ou pas d'aller voir les usines et de voir comment ça se passe? On travaille absolument pas avec des usines qui sont dans des conditions comme ça. Ce genre de choses. En fait, ces usines-là sont des usines à très très haut débit pour des marques qui vendent à des prix incroyables, quoi, tellement c'est bas. Il faudrait que les gens sachent un petit peu quand même que quand ils achètent des vêtements à ce prix-là, c'est quand même très souvent fabriqué dans ces conditions-là. Il n'y a quand même pas vraiment de mystère. J'imagine que tu parles de Shein. Bon. Donc nous, en effet, on fait plutôt des petites séries, donc qui sont l'usine va nous demander un prix qui est assez élevé parce que ce sont des petites séries et donc c'est fait avec le temps imparti qu'il lui faut normalement pour le faire. Donc, et puis de toute façon, j'ai quand même quelqu'un qui va visiter les usines de chez moi pour voir comment tout se passe, ne serait-ce que pour le contrôle qualité. Ce sont des usines qui travaillent dans des conditions tout à fait respectueuses. Puisque tu as vu passer les différents styles de look à travers chaque décennie, j'ai sélectionné plusieurs looks allant de 1980 à 2020. Et j'aimerais que tu nous dises ce que ça te rappelle, des anecdotes, des souvenirs et bien évidemment ton avis. Donc on commence par 1980.
Ah, c'est drôle parce que c'est une silhouette qui revient actuellement dans les défilés, etc. Oui, il y avait ces épaules monumentales. Je trouve que ça peut revenir maintenant, mais sans un peu la femme qui est dedans, qui est quand même un peu particulière. Les mannequins ressemblent pas trop à ça aujourd'hui. C'est plus les mêmes, on va dire. Vous êtes un petit peu créature, quoi. Mais en même temps, de ce créateur, les vêtements étaient extrêmement bien coupés. C'était vraiment... au niveau modélisme, c'était incroyable. C'était Mugler Mugler, oui, oui. On passe maintenant aux années 90. Alors, je me souviens pas bien de ça, dans les années 90. Ça devait être tellement éloigné de moi. Alors, j'ai pris des clichés quand même, des fois. Donc, j'ai pas dû beaucoup regarder ça. Ça devait pas faire partie de ma famille. Bon, voilà. Ou alors plutôt avoir un avis sur ce genre de tenue. Alors c'est rigolo aussi parce que dans la jeune génération, il y a des trucs qui reviennent aussi comme ça, d'après ce que j'ai pu voir, même en ce moment. Alors là, typiquement, voilà, bon, quand je vous parlais de clichés, je trouve ça cliché, quoi. C'est entre Betty Boop, Barbie, je sais pas. Oui, c'est vrai que c'est ça. Enfin, c'est loin de ma vision de la femme. Là, année 2000, pantalon taille basse. On a tous aimé les pantalons taille basse. J'étais une des premières à le faire. En fait, quand j'ai commencé, j'ai fait des propositions de pantalons. Il faut se rappeler que à cette époque-là, en fait, les pantalons étaient assez mal coupés pour les femmes. Je ne sais pas pourquoi maintenant. Ça semble une évidence qu'il y a beaucoup de pantalons bien coupés pour les femmes, mais à cette époque-là, il y avait vraiment des pantalons affreusement mal coupés. J'ai commencé à présenter des pantalons taille basse, assez près du corps, comme ça, qui osaient respecter toutes les formes du corps de la femme. Ça a eu un succès immédiat et j'ai en fait été très très connue dans ces années-là pour mes pantalons. On disait les pantalons Barbara Buis, quelquefois même ça commençait à m'agacer un peu parce que je trouve c'est un peu réducteur. Je disais je fais pas que des pantalons, je fais aussi beaucoup d'autres choses. Il y avait des femmes qui venaient d'autres pays et qui arrivaient à Paris, elles venaient directement, elles venaient s'acheter les pantalons dans notre boutique. Voilà, ça me dit vraiment beaucoup. Après moi je faisais pas des pantalons déchirés ni des choses comme ça. Oui, parce que la ceinture est arrachée, là j'ai voilà, l'impression. La ceinture est arrachée. Là il y a un peu l'allure du moment, mais celui-là est pas extrêmement bien coupé, je dirais. Bon, c'est la même année. C'était pas très dans mon univers non plus, je dois dire. C'est cliché. Voilà, c'est cliché. Ça me parle pas beaucoup, enfin, en tout cas, ça me parlait pas du tout à l'époque, je pense. Quelquefois, la mode, ça vient aussi quelquefois de quand on rejette des choses. En fait, de dire non à quelque chose vous fait proposer des solutions ou d'autres propositions. Et donc là, par exemple, à partir du moment où moi j'avais pas envie de ça, ça m'a fait faire d'autres propositions qui étaient pour moi plus respectueuse de la femme ou qui donnait d'autres moyens de séduire pour la femme. Là, nous sommes dans l'année 2010. Oui, bah alors ça c'est très proche de mon univers. J'ai pas choisi le cuir pour rien. Peut-être même à la même période, je pense que j'ai fait des pièces, des total look cuir ou des pièces cuir, tellement même j'ai des pièces très brodées. Il y a une veste, il y a un perfecto, il y a du cuir, il y a une boots, et oui, c'est assez proche de mon univers. L'attitude, elle est rock, mais elle est en même temps calme. Il y a une espèce d'assurance comme ça, de self-confidence que j'aime bien. Et on passe maintenant en 2020 et en fait on se rend compte que la mode revient. En même temps c'est une silhouette de 2020, mais il y en a eu d'autres. Je peux en sélectionner plein, mais voilà, c'est vrai parce qu'en fait, maintenant il y a quand même beaucoup de propositions très diverses selon les créateurs. En fait, c'est plus les mêmes types de silhouettes. Il y a des silhouettes comme ça, mais des silhouettes plus sharp and cut. Enfin, ça a un peu évolué sur la diversité des propositions chez les créateurs. Donc, oui, moi, j'aime assez bien. Il y a une dégaine. Moi, je suis pas sur ce corporel-là, mais je trouve ça assez joli, quand même. J'ai montré volontairement des looks d'hommes, car je sais qu'en 2019, tu as lancé une ligne homme. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a motivé à créer cette ligne et comment elle s'intègre dans ta vision globale de la marque. Comme il y avait déjà toute une partie du vestiaire qui m'avait été inspirée par les vêtements d'hommes, c'était assez naturel que je renvoie cette partie que pour l'homme. Et après, c'était presque aussi un point de vue presque un peu inverse, c'est-à-dire que donc j'avais pris les vêtements d'homme pour donner à la femme cette force et cette stature et cette self-confidence. Et de la même manière, en retravaillant les vêtements pour hommes, j'avais
envie de pouvoir leur laisser exprimer leur sensibilité. C'est-à-dire que justement, je trouve que les hommes ont quand même beaucoup évolué depuis les années 90, où il y avait quand même, on montrait des hommes, c'était très caricatural. Voilà, comme les clichés de femmes, en fait, là, il y avait aussi quand même des clichés d'hommes macho, quoi, en fait, voilà, très, très bodybuildés. Les silhouettes fines, c'était pas... Voilà, c'était moche. Alors que bizarrement, dans les années 70, ça avait existé, mais il y avait eu un revirement comme ça. On demandait aux hommes d'être des hommes, des vrais hommes, etc. Alors que tout le monde s'est bien rendu compte que les hommes ont envie aussi d'avoir le droit d'être sensibles et de ne pas être obligés d'être guerriers, pas avoir le droit de pleurer, je ne sais pas moi. Qu'ils ont peut-être envie aussi d'être coquets. Ils aiment bien, voilà, de plus en plus les hommes aiment travailler leur silhouette, travailler leur style et de la même manière exprimer leur propre personnalité et non pas un cliché d'homme à ce qui est dépassé en fait. Donc du coup voilà, j'ai travaillé cette collection d'hommes dans ce sens-là, avec des vêtements qui pouvaient être assez libres pour eux ou assez confort ou assez protecteurs et d'autres vêtements qui étaient, bon, bien sûr la partie que je développais pour femmes et qui était un peu rock, mais rock chic, avec une espèce de simplicité d'attitude. Bon, je pouvais pas ne pas t'en parler de ce fameux globe de cristal que tu as gagné en 2013. Est-ce que tu peux nous en parler? Qui était nominé avec toi ce jour-là? Alors, je me souviens pas forcément de tous les noms, mais je me souviens qu'il y avait des très grands noms comme Hedi Slimane, Christian Dior, Yves Saint Laurent. En fait, je suis allée à cette soirée en pensant absolument pas du tout avoir ce prix, donc je suis allée juste comme on va à une belle soirée. J'avais pas vraiment du coup préparé de quoi que ce soit. L'annonce se fait. Et tout à coup, je me rends compte que c'est mon nom qu'ils sont en train de dire. Donc du coup, bon, voilà, je suis descendue et du coup, voilà, j'ai dû improviser. Ça marche aussi, même quand on improvise, c'est pas très grave. C'est plus authentique. Mais en effet, c'était une très très belle surprise. J'étais très très heureuse et très fière d'avoir reçu ce prix. Pour recontextualiser, en 2013, ta marque en était où, je veux dire, dans l'évolution de ta marque? On était bien vendu à l'international à cette époque. On avait ouvert cette très belle boutique avenue Montaigne, du coup, où je pouvais vraiment montrer toute la dimension de mes collections, puisqu'elles sont des collections assez complètes et assez grandes. Je pense que c'était une époque où on devait avoir une boutique à New York, et peut-être, je ne suis pas très sûre dans les dates, mais une boutique à Los Angeles. C'était une période... Belle ascension. Voilà, c'est ça. Oui. Pour finir, Barbara, quel conseil donnerais-tu aux jeunes créateurs qui souhaitent se lancer dans l'industrie de la mode aujourd'hui? C'est-à-dire, il faut surtout être soi-même et trouver son propre style. Il faut pas justement trop regarder ce qui se fait ailleurs ou les tendances, parce que c'est le meilleur moyen de ne pas durer, en fait. Grosse dose de courage et de volonté. C'est pas un métier facile, c'est un métier difficile. Il faut avoir beaucoup de volonté. Eh bien, merci Barbara. Merci. Merci d'être venue nous voir et surtout d'être venue percer le mystère qui se cache derrière Barbara Buis. Mes petits stylés, je compte sur vous pour liker, commenter et partager pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, le style c'est comme le Wi-Fi, plus c'est fort, mieux c'est, mais parfois il faut vraiment le chercher pour le trouver.